et d'échelle de temporalité. Et donc, il va encore être question d'échelle, de rapport d'échelle, avec la communication de Sophie Houdard, chercheuse au CNRS, au LESC, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Et Sophie va nous parler du plus grand objet technique de l'univers. C'est parti, je donne la parole pour 45 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Sacha, merci aux organisateurs du séminaire. Donc je me présente très brièvement, puisque en fait, ce dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas totalement représentatif de ce que je fais par ailleurs. Je suis anthropologue et plutôt spécialiste du Japon, anthropologue des sciences et des techniques. J'ai travaillé pour ma thèse dans un laboratoire de biologie dans la banlieue de Tokyo. J'ai fait une ethnographie de laboratoire, un peu sur le modèle de la vie de laboratoire de Bruno Latour, mais où j'essayais de concilier la perspective latourienne qui consistait à étudier un laboratoire comme une société, comme une culture, avec le concept de culture utilisé en anthropologie, et de savoir donc qu'est-ce qu'il advient quand on étudie la science en train de se faire dans un environnement culturel, par ailleurs déterminé par une certaine conception de ce que c'est que la nature, de ce que c'est qu'un objet technique, etc., comme le Japon. J'ai ensuite travaillé sur plusieurs autres disciplines, pas forcément scientifiques. Je me suis beaucoup intéressée au thème de la nature. J'ai travaillé dans une agence d'architecture au Japon. Donc en fait, le lien entre tous mes terrains, c'est le Japon d'abord, et puis ce sont des univers qui sont scientifiquement et technologiquement assez peuplés, on va dire. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc je vais vous parler du grand collisionneur de particules du CERN, le LHC. Et cette enquête-là, donc elle sort un petit peu de mon parcours, si vous voulez, puisque je n'ai pas travaillé, je vous l'ai dit, j'ai travaillé plutôt au Japon. Et donc cette enquête-là, en fait, elle vient parce que c'est une commande qui m'a été adressée par un centre de culture scientifique, technique et industrielle installé à Montreuil, qui envisageait de faire un projet sur le LHC. Donc le LHC, c'est le Large Hadron Collider, le grand collisionneur de hadrons du CERN, qui, comme Sacha l'a dit, est le plus grand dispositif expérimental au monde. Voilà. Donc j'ai réalisé un terrain de plusieurs semaines, plusieurs séjours, on va dire. Je vais vous expliquer quelle a été c'était un terrain très court par rapport au terrain que j'ai l'habitude de faire, qui peuvent se compter en plusieurs mois ou années. Là, il s'agissait d'entrer très vite dans un univers dont je n'étais pas du tout familière. J'ai aucune formation en physique des particules. Je ne connaissais ni le CERN ni le LHC. Et donc je suis entrée sur ce terrain-là avec une question qui m'intéressait, qui était celle de la commensurabilité des échelles. On va voir que cet objet-là, le LHC, était un objet technique absolument idéal pour traiter de cette question-là qui m'intéressait d'un point de vue théorique. Donc le LHC, c'est un collisionneur de particules, le plus grand du monde, qui fait 27 km le rond, c'est un rond, qui fait 27 km, qui court au large de Genève, à la frontière en fait, donc entre la France et la Suisse. Il est lové 100 mètres sous terre, et donc il constitue à ce jour le dispositif expérimental le plus grand et le plus complexe jamais construit. On évoque à son endroit sa taille limite, dit-on, au-delà de laquelle on ne pourrait pas envisager de collaboration humaine qui tiennent au LHC. Les gens qui travaillent sur le LHC au CERN, ce sont des milliers de collaborateurs qui travaillent sur une même expérience. Une même expérience peut compter jusqu'à 2000 ou 3000 collaborateurs qui ne travaillent pas d'ailleurs sur le site de l'expérience, mais qui travaillent dans des laboratoires un peu partout dans le monde. Et donc on me dit aussi très vite, dès l'entrée sur ce terrain, qu'au-delà de cette taille, des 27 km, en fait, on ne pourrait pas envisager d'agencement technique
fiable. Le LHC, ce sont des millions de pièces de haute technologie, souvent conçues dans des laboratoires, encore une fois, partout dans le monde, qui sont assemblées sur site et qui doivent être agencées avec une extrême précision. Il y a une littérature extrêmement prolifique sur le LHC. C'était une des contraintes au début de ce terrain-là. C'était un terrain déjà très couru. Beaucoup de sociologues, d'anthropologues, non, des anthropologues pas tellement, mais enfin quand même quelques-uns, des historiens, beaucoup de journalistes. Vous avez dû entendre parler du LHC dans la presse. C'est un objet grand public, d'une certaine façon. C'est un objet également artistique. Beaucoup de projets artistiques se font sur le LHC. Si vous tapez LHC sur un moteur de recherche, vous allez trouver immédiatement des dizaines de milliers de photographies, de clichés, etc. Donc il existe déjà une littérature extrêmement importante. Et dans cette littérature, le LHC est décrit et on liste ses innombrables atouts, si vous voulez. Et cette littérature va relayer l'exploit technique, va insister sur l'exploit technique que cette machine constitue, tout autant que l'exploit social aussi. Et tout ça est aussi relayé aussi par une ambition scientifique tout aussi magistrale. On dit que le LHC offre l'opportunité, je cite, d'un voyage dans la structure la plus profonde de la matière, qu'il a pour mission la découverte des lois fondamentales qui régissent notre univers, qu'il doit même permettre d'élucider les premiers principes qui ont gouverné la formation de l'univers. Et donc, d'une certaine façon, toute la littérature, et notamment journalistique, mais pas seulement, celle aussi qui est fabriquée par le CERN lui-même, qui est un service de communication extrêmement important, toute cette littérature incite à imaginer qu'on est tous concernés par ce qui se passe à cet endroit-là avec le LHC. C'est la formation de la vie, de l'immensité qui nous contient et dont nous émanons, dont les physiciens rejouent les premiers émois, et les expérimentations portent sur la formation de l'univers, sur le Big Bang, sur les trous noirs, etc. Vous avez dû en entendre parler. Donc, l'énoncé, ces types d'énoncés-là, qui sont extrêmement récurrents, vont conférer au LHC un pouvoir cosmologique et un pouvoir symbolique extrêmement fort, qui va m'intéresser en tant qu'anthropologue. Alors, on lira par exemple que le LHC, l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde, consiste en un anneau de 27 km de circonférence, lové 100 mètres sous terre, formé d'aimants supraconducteurs et de structures accélératrices qui augmentent l'énergie des particules qui y circulent. Il produit chaque jour à l'intérieur de l'accélérateur 2 faisceaux de particules, BIM 1 et BIM 2, qui circulent en sens contraire à des énergies très élevées avant de rentrer en collision l'un avec l'autre. Les particules, lancées à 99,999% de la vitesse de la lumière, vont effectuer 11 245 fois le tour de l'accélérateur par seconde, et donc 11 245 fois franchir la frontière entre la France et la Suisse, et entrer en collision quelques 600 millions de fois par seconde. Donc on a dans cette littérature, si vous voulez, un trait saillant qui est l'éloquence des grands nombres. On a comme ça, à chaque fois, des grands nombres qui vont essayer de donner la mesure de ce dispositif expérimental. Alors, j'ai décidé de m'en saisir comme ce qu'on pourrait appeler un gros être. Une entité composite qui manifeste une totalité qui nous déborde et dans laquelle nous sommes pourtant. Qu'elle émane de physiciens, de journalistes, de sociologues même, la littérature produite sur le LHC et la physique des particules n'est pas avare de procédés destinés à faire comprendre pour un être les différentes manières d'être gros, et notamment pour un être technique. Alors on peut lire dans un des ouvrages qui porte sur le LHC, le LHC est une machine qui ne peut être décrite qu'en utilisant des superlatifs. Et c'est précisément au motif de toutes ces grandeurs que le LHC peut se trouver compté, aussi dans d'autres ouvrages, aux côtés d'Auguste Monument. On va le comparer
On va le compter parmi les merveilles du monde. Il va compter comme une des merveilles du monde moderne. Hein. Et on va le trouver à côté d'autres grandes merveilles du monde, comme la grande pyramide de Giza, le mur des lamentations du temple de Jérusalem, le Parthénon, etc., etc. Alors, on dit de lui qu'il n'a pas encore passé d'une certaine façon le test du temps. Il n'est pas comme les pyramides, il n'a pas passé les siècles. Mais comptant comme une des merveilles du monde moderne, il mérite sa place au soleil d'une certaine façon en ce qu'il a, dit-on, profondément altéré la manière dont nous nous comprenons et comprenons le monde. Et je cite encore, à un point dont ne pouvait même rêver le poète William Blake, une machine comme le LHC a comblé l'espoir qu'il avait de voir le monde dans un grain de sable. Donc ce qu'on peut noter dans cette littérature, si vous voulez, c'est le pouvoir réflexif de cette machine qui nous fait être à la fois dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. On lit encore dans la littérature, tout est connecté. Donc ça, c'est un astronome, Martin Beach, qui écrit ça. Tout est connecté et dans le microcosme se réfléchit le macrocosme et vice-versa. Et donc il fait une comparaison en disant, à la manière des savants et astronomes du Moyen-Âge, on travaille aujourd'hui avec l'idée que le macrocosme, l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, était contenu déjà dans le microcosme primordial, dans la soupe de particules élémentaires, en même temps que ces particules évoluaient elles-mêmes déjà dans quelque chose qui ressemblait à un univers. Le LHC, lit-on encore, en brisant le nucléus en 2 atomes principaux, nous permettra de remonter jusqu'à ces moments qui ont eu lieu juste 10 puissance moins 25 secondes après le Big Bang, un temps avant que la matière stable n'existe. Et donc le LHC doit être aussi conçu comme une machine à remonter le temps, d'une certaine façon, puisque un certain nombre d'expérimentations qui sont conduites avec le LHC consistent à remonter à ce moment où va s'agglutiner la matière primordiale qui est à l'origine de la formation de notre univers. Donc c'est une machine à remonter le temps et c'est une machine à tenir ensemble le microcosme et le macrocosme. Donc il y a un jeu d'échelle à la fois temporel et spatial qui s'opère là. Le LHC va nous connecter au temps strict des origines des conditions matérielles qui ont permis l'agglomération du monde et l'apparition de la vie, et il nous connecte au cosmos dans son immensité physique. Alors ce saut-là est d'une certaine façon difficile à faire, en tout cas pour moi il était difficile à faire, d'imaginer de quelle manière en fait concrètement, au-delà des discours, parce qu'on peut dire microcosme, macrocosme, etc., sont interconnectés, encore faut-il pouvoir le montrer techniquement. Et là, une technique récurrente existe dans la littérature pour faire effectuer au lecteur, à celui qui n'est pas initié à la physique des particules, pour faire effectuer au lecteur ce saut épistémologique, si vous voulez, entre cet infiniment grand et cet infiniment petit. Alors, un des procédés rhétoriques très récurrents consiste à comparer le LHC et à dresser une série d'équivalences particulièrement éloquentes pour donner à penser les mesures du LHC. Donc par exemple, on va dire que le LHC est plus grand que le temple de Salomon, qu'un dipôle est de même prix au kilo que le chocolat suisse, que l'énergie qui y est stockée équivaut à 2,4 tonnes de TNT ou 460 kilos de chocolat, qu'une caverne, donc les cavernes c'est les structures, les enclaves expérimentales dans lesquelles sont insérés les détecteurs de particules, donc on l'appelle une caverne. Une caverne procure la même charge émotionnelle que les pyramides égyptiennes ou les cathédrales, qu'une pièce de détecteur pèse 1920 tonnes, mais aussi 400 éléphants d'Afrique, etc., etc. Donc ça, ce sont des procédés rhétoriques, si vous voulez, qui visent à faire comprendre la mesure de ce qui est en jeu. D'une certaine façon, ce type de photographie-là, de la même manière que le plan que vous avez vu juste avant, où on voyait la plaine du pays de Gex
à la frontière entre la France et la Suisse, avec le circuit du LHC surimposé sur la carte. Tout ça sont des procédés aussi, des procédés visuels qui permettent de faire comprendre l'énormité de la machine. Des photos de ce type-là, de détecteurs de particules, où vous voyez les hommes en tout petit, qui sont destinés à faire comprendre à quel point cette machine est un exploit technique qui a mobilisé des tas de gens, etc., et qui nous déborde totalement. Alors, parmi toutes ces équivalences, évidemment, on sent bien que certaines sont plus efficaces que d'autres. Traduire un dipôle, par exemple, en chocolat suisse, ça n'informe pas tellement, c'est rigolo, mais ça n'informe pas tellement ni du dipôle, ça ne donne pas tellement d'informations, ni sur le dipôle, ni sur le chocolat. Mais en revanche, traduire une caverne expérimentale en cathédrale, par exemple, dire que dans une caverne expérimentale, on peut entrer une ou deux cathédrales, là, tout à coup, on imagine bien comment ce type d'image peut jouer davantage sur les esprits, peut produire un effet, et c'est probablement la raison pour laquelle l'association entre LHC et cathédrale est récurrente, et qu'on va la retrouver circulant parfaitement bien entre les physiciens, les ingénieurs, les chefs de chantier, les journalistes, et les sociologues, les historiens, etc., qui vont essayer de tenter de qualifier le LHC. Donc cette image qui dresse un parallèle entre le LHC et la cathédrale, on la retrouve un petit peu partout, si vous voulez, dans la bouche même des physiciens, des praticiens, des expérimentalistes, etc. Alors, déjà dans les années 1980, il y a un ouvrage de référence, si vous voulez, avec lequel je pars, qui est un ouvrage de référence classique en anthropologie des sciences, un des premiers d'ailleurs, qui a été écrit par l'anthropologue américaine Sharon Trowick, qui s'appelle Beam Times and Lifetimes, et dans lequel, c'est une enquête qu'elle avait menée dans les années 70, où elle comparait plusieurs instituts de physique des particules, en Russie, aux États-Unis, au Japon, etc. Et donc dans cet ouvrage-là, elle mentionne parmi les raisons susceptibles d'expliquer, dit-elle, l'extraordinaire implication de la physique et des physiciens dans nos sociétés actuelles, deux éléments. Elle dit la première raison pour expliquer cette extraordinaire implication, le fait que ce soit devenu des objets publics, d'abord l'organisation, c'est-à-dire la faculté des physiciens à s'organiser en communautés d'intérêt larges, aisément représentables devant les instances de décision internationales. Ça n'est pas pour rien que le CERN a un siège en tant que témoin à l'ONU, par exemple. Et la deuxième raison qu'elle évoque, c'est, dit-elle, le pouvoir émotionnel de la cosmologie, qui confère aux physiciens une aura digne de héros prométhéens en quête de la vérité sur les mystères de l'univers. Les physiciens, écrit-elle, donnent des nouvelles d'un autre monde, caché mais stable, cohérent et incorruptible. L'échelle et évidemment le coût extraordinaire de la plupart des équipements de physique des particules qui requièrent, si vous voulez, que se mettent ensemble des États, plusieurs États pour financer de telles machines. Donc l'échelle et le coût de ces équipements viennent renforcer la valeur culturelle de ce gospel, écrit-elle. Les grands accélérateurs sont comme des cathédrales médiévales, libres des contraintes d'une analyse en termes de coûts et bénéfices. Donc comme ses consoeurs médiévales, le LHC offrirait un moyen de se connecter sur l'immensité et les mystères de l'univers, d'accéder à quelque chose qui nous dépasse largement et qui pourtant nous contient, l'expression donc moderne d'une transcendance. Il est aussi le médium, le LHC, c'est aussi le médium sur lequel on comptait pour découvrir le maintenant très célèbre et tant attendu boson de Higgs. Vous avez dû entendre parler de cette découverte qui a été soulignée dans la presse en juillet 2014 et qui en fait, cette particule, elle avait été découverte théoriquement, son existence avait été prouvée théoriquement dans les années 60, je crois, mais n'avait pas été prouvé pratiquement. Et donc en 2014 seulement, après 50 ans d'existence théorique, enfin on prouve l'existence matérielle de cette particule qu'on a appelée la particule manquante pour expliquer l'univers.
connues aussi sous le nom de particules de Dieu. Alors, l'appellation particules de Dieu, en fait, est très anecdotique. Je ne vais pas raconter l'anecdote ici. Elle vient d'un quiproquo, d'une certaine façon. Mais l'appellation est restée et donne bien une idée de l'ampleur symbolique de ce qui est en jeu. Alors, jusqu'ici, la rhétorique, si vous voulez, les discours vont osciller entre la célébration de l'artefact technique qui doit tout au génie humain. Il a fallu une somme de génie humain pour produire cette machine, et la reconnaissance que cette chose-là nous dépasse tout autant que ce dont elle traite. Elle est gigantesque par nécessité technique. Il faut ces 27 km de circonférence pour accélérer les particules à une vitesse proche de celle de la lumière. Le LHC va exprimer les propriétés de ce dont il traite, les propriétés du cosmos même, où se trouve indéfectiblement liée sa complexité, son instabilité et sa charge mystérieuse, sa charge cosmologique, si vous voulez. D'une certaine façon, c'est un peu comme s'il était à la fois le temple et comme un dieu. Donc, ça, ce sont des discours qui, évidemment, intéressent l'anthropologie, puisqu'il s'agit d'un des fondements, on peut y voir l'un des fondements de notre cosmologie moderne, de notre manière de concevoir l'univers, qui nous est propre, et la manière dont on peut concevoir l'homme, la place de l'homme dans l'univers. Mais de fait, je ne suis pas particulièrement sensible à l'image du LHC comme cathédrale ou comme nouvelle transcendance, et je ne sens pas le cosmos par cette chaîne-là. D'une certaine façon, c'est cette sensation que j'ai au départ de ne pas être intrigué, de ne pas être attaché. Le LHC ne m'est pas rendu attachant, si vous voulez, par ce type d'image-là. Je ne me sens pas appartenir, je ne me sens pas influencé, ça ne me transporte pas, si vous voulez, ces images ne me transportent pas dans le cosmos. Et pour moi, d'une certaine façon, c'est aller un peu vite en besogne, parce qu'en connectant si directement, alors là ça c'est le Higgs, le professeur Higgs, à qui on doit la découverte théorique du boson de Higgs, et que donc les physiciens eux-mêmes s'amusent à figurer avec une aura divine derrière eux. Et donc je vous disais, donc pour moi c'est aller un peu vite en besogne, parce qu'en connectant si directement le cosmos, les particules et l'univers, partant du pays de Gex, un certain nombre de connecteurs me semblent avoir été laissés dans l'ombre, et un certain nombre d'étapes me semblent avoir été passées sous silence, si vous voulez. Moi, ce que je vois d'abord, en allant sur le terrain, après avoir lu cette littérature, c'est d'abord ça. C'est-à-dire des champs, la machine est invisible, on voit des territoires, on voit des villes, la machine est en dessous, mais rien n'atteste de sa présence. On ne voit pas la machine, certes, on ne voit pas le cosmos, mais on voit d'autres choses. On voit des champs, on voit des arbres, pas sur cette photo, mais on voit des animaux, on voit des fermes, on voit des habitations, on voit des gens qui vivent là, et dont il n'est jamais question dans la littérature que je viens de vous citer. Et donc pour moi, me dire que cet endroit-là est la porte d'entrée du cosmos ne peut prendre sens que si j'arrive à faire une place dans la description du LHC à ce paysage, ces fermes, ces gens, ces vaches, etc., etc. Donc d'une certaine façon, d'un point de vue méthodologique, je refuse de suivre la ligne directe qu'on trace pour moi dans la littérature entre les particules et le cosmos, parce que cette ligne m'empêche de comprendre précisément ce qui se passe au LHC avec le LHC. Et donc je vais chercher durant mon enquête au CERN à comprendre à quelle échelle je dois me situer pour éprouver, au double sens de sentir et de mettre à l'épreuve, que ce qui se joue au LHC compte pour moi, pour comprendre au-delà encore ce qu'il faut pour qu'une image du cosmos tienne. Donc je me prends moi-même le sentiment que je n'ai pas d'abord
du cosmos, de l'existence du cosmos. Je prends mon incapacité à sentir le cosmos comme une épreuve et je demande au LHC de me prouver qu'il me concerne bel et bien, mais probablement par d'autres chemins. Donc je cherche à savoir comment une image du cosmos tient. Et pour ça, plutôt que d'aller rencontrer des physiciens des particules, j'en rencontre aussi, je rencontre des physiciens qui travaillent avec la machine. Je vais prendre comme point d'entrée de mon enquête le LHC lui-même, c'est-à-dire le dispositif technique lui-même, et je vais essayer de comprendre comment des gens sont en contact avec cette machine-là, et plus précisément, je vais essayer de comprendre comment cette machine-là fait lieu, fait territoire, si vous voulez, et quels sont les liens qui vont être établis entre la machine elle-même, le dispositif technique, et le territoire sur lequel elle est installée. Et donc, je vais aller rencontrer des physiciens, je vous l'ai dit, mais aussi des géomètres, mais aussi des métrologues directionnels, mais aussi des membres du service de l'environnement, des juristes, qui interviennent tous à échelle humaine et travaillent pour gérer les liens extrêmement complexes entre le LHC et le territoire, entre le LHC et le sol, etc. Et de mon point de vue, pour accéder au cosmos et gagner le sentiment qu'ici même se joue l'agglomération de l'univers, c'est de là que je dois partir. Donc vous avez là une série de photos qui vous donnent une idée des terrains que j'ai réalisés, donc auprès des géomètres, auprès des opérateurs dans le centre de contrôle central, ceux qui appuient sur des boutons pour injecter les particules, etc. Donc volontairement, je choisis d'appréhender les questions adressées par le LHC, celles de la formation de l'univers, du cosmos, etc., par le dispositif technique lui-même, son échelle, la gestion de son échelle. Ça ne compte pas pour rien que ce dispositif technique soit grand, je dirais, est une empreinte territoriale importante. Donc je choisis de l'appréhender de cette façon-là, plutôt que par la physique et les particules. On entend beaucoup parler de théorie physique quand on parle du LHC, mais c'est moins ça qui m'a intéressée. Donc j'ai choisi de l'appréhender aussi par l'instrumentation, plutôt que par l'expérimentation ou la théorie. Et alors, en procédant de cette manière-là, ce qu'on voit à la place de l'éloquence, que j'ai essayé de vous montrer dans la première partie de cet exposé, et qui évidemment va très bien au dispositif expérimental le plus grand du monde, ce qu'on voit en se situant au niveau du sol, quelque part entre cosmos et particules, mais pas n'importe où. On se situe dans le pays de Gex, à la frontière entre la France et la Suisse. Ce territoire a une histoire, etc., etc. On voit de toutes petites actions s'accomplir. Pas de grands récits, mais de toutes petites actions s'accomplir. On observe des tressaillements machiniques, des vibrations infinitésimales. Je vais entendre parler de précision défaillante, de respiration subtile. On me dit, le LHC respire. Il monte, il descend. On me dit, chaque année, il bouge de 1 mm ou 2 mm dans le sol. Il remonte un petit peu, il redescend parfois. Il est lié, il a partie liée, si vous voulez, avec la géologie du terrain dans lequel il est installé. Et sans nécessairement que les physiciens théoriques qui travaillent dans leur laboratoire à Orsay ou aux États-Unis en aient conscience et même aient besoin de le savoir, parce qu'eux attendent des résultats statistiques qui tombent sur leurs ordinateurs, sans qu'ils en aient conscience. Cette machine, la stabilisation de cette machine, requiert des centaines de personnes qui vont littéralement prendre soin du dispositif technique de manière à ce qu'il puisse produire des faisceaux stables, et de ces faisceaux stables vont être issus des connaissances scientifiques utilisées ensuite par les physiciens théoriques. Donc cette machine requiert un travail, elle requiert de l'intendance, si vous voulez, et c'est les gens qui s'occupent de cette intendance et dont on n'entend jamais parler, auxquels je me suis intéressée. Alors, revenons donc à ce que fait le LHC et à ce qui le constitue.
Donc les gens que j'ai rencontrés au cours de mon enquête au CERN semblent avoir trouvé d'eux-mêmes une sorte de solution, si vous voulez, pour résister à la facilité de la métaphore dont ils usent pourtant et ralentir la route qui mènerait des particules au cosmos. Je l'ai dit, il s'agit là d'une prouesse technologique. Tous les gens travaillant au CERN en sont bien conscients, même les techniciens au plus bas de l'échelle. Cette prouesse technologique est conçue par des équipes de chercheurs d'un peu partout dans le monde. Et donc le LHC, comme je vous le disais, est composé d'une structure accélératrice, les aimants supraconducteurs, alignés dans ce tunnel circulaire, et de gigantesques détecteurs qui sont installés dans les fameuses cavernes, qui sont grandes comme des cathédrales, et qui vont être chargées de capter les collisions de particules et qui vont en conserver la trace. Les détecteurs sont comme d'immenses appareils photographiques. Mais dans les discussions, ces deux parties de l'assemblage complexe, donc structure accélératrice et détecteur de particules, qui sont très distinctes tant du point de vue physique que du point de vue de l'expérimentation, sont fréquemment désignées par mes interlocuteurs par un terme indistinct, la machine. Donc très souvent, dans les discussions que j'ai avec les gens, je ne comprends pas vraiment de quoi ils parlent. Ils parlent de la machine. Et la machine, ça peut être tour à tour un aimant, un détecteur ou les deux. C'est le LHC dans son tunnel, ce qui produit les données, etc. C'est en tout cas un certain type de présence, si vous voulez, ou une présence d'un certain type avec laquelle mes interlocuteurs sont en interaction. Donc, quand je les vois au travail, je les vois en train d'interagir ou d'essayer de tenir une relation avec la machine. Tout autant qu'il est décrit comme une œuvre de très haute technologie, qui va requérir, du fait de son échelle et de sa complexité, de penser la pratique scientifique en termes de chaîne de production, ayant donc le cosmos comme horizon, le LHC peut se laisser décrire aussi comme, je cite un auteur, comme un complexe symbiotique, une entité qui va se parer au gré de mes interlocuteurs des propriétés d'un quasi-vivant, si vous voulez. Donc, comme je vous le disais, on reconnaît que la machine bouge, qu'elle a ses propres pulsations, on dit même parfois qu'elle respire, qu'elle se dilate, qu'elle se rétracte, qu'elle monte, qu'elle descend, etc. Et chaque jour, on va s'efforcer de connaître un peu mieux ses points forts et ses points faibles. Et donc, là, en approchant le travail quotidien des gens qui s'occupent de l'intendance de cette machine, le LHC apparaît plutôt comme un organisme vivant que la très grande majorité des physiciens et ingénieurs essaient de maintenir coûte que coûte dans un état stable. Et donc, comme je vous le disais, de cette stabilité dépendent deux choses fondamentales: la production de faisceaux propres et beaux, suivant les termes utilisés par les gens que je rencontre. Donc, la production de faisceaux qui rendent visible quelque chose, l'agglutination du cosmos, et découlant de ces faisceaux, la possibilité de pouvoir toujours distinguer ce qui relève du bruit de fond et ce qui relève du signal, voire de l'événement. Le boson de Higgs, c'est un événement, c'est un signal fort qui rend manifeste la présence matérielle de cette particule essentielle. Et donc c'est la bonne maintenance de ces conditions qui a permis de voir, dit-on, le boson de Higgs, la particule qui était traquée depuis 1964. Alors, j'ai fait ce terrain, faire du terrain, ça consiste essentiellement, non pas à faire des... J'ai fait très peu d'interviews avec les gens que j'ai rencontrés. Je leur ai demandé plutôt de pouvoir les suivre au travail. Donc, simplement, j'ai passé des heures, des journées avec des gens du centre de service, du centre de contrôle central, qui surveillent la machine. J'ai passé des journées avec les gens du service de l'environnement, avec les géomètres, etc. Et étant donné la charge symbolique, si vous voulez, et narrative des récits qui sont produits sur le LHC, dont je vous ai donné un aperçu en première partie de cet exposé, j'ai voulu produire mon propre récit
et ma propre structure narrative, si vous voulez. Et plutôt que d'aller vers de la théorie, j'ai estimé que pour ce terrain-là, pour rendre compte d'autres manières d'appréhender ce qu'était le LHC comme objet technique, ce que ça requérait, ce à quoi j'étais invitée, c'était à produire des descriptions extrêmement fines, mais laissées presque en l'état, du travail des gens au quotidien, en leur laissant la parole, sans chercher à monter en généralité, rien du tout. Et donc j'ai produit une série de récits, de petits récits. Aujourd'hui, je vais vous en lire 3, auxquels je laisse volontairement la densité narrative, si vous voulez, pour vous montrer un petit peu le traitement que j'ai choisi de faire. Le premier récit s'appelle « Les faisceaux et leurs navigateurs ». Il porte sur les opérateurs dont on me dit, les physiciens notamment, et notamment les physiciens théoriques, donc qui n'ont pas forcément besoin d'être proches de la machine pour travailler, on me dit des opérateurs qu'ils n'ont qu'à tourner un bouton. Donc on simplifie énormément leurs tâches. Voilà. On me dit, bon bah eux, juste c'est pas très intéressant d'aller les voir parce qu'ils tournent un bouton, ils appuient sur un bouton, ça lance les particules dans le circuit, puis après c'est tout, quoi. Je vais quand même les voir et je passe, donc les opérateurs, ils font les 3-8, ils sont organisés en 3-8, il y a une maintenance en continu, un suivi en continu de cette machine-là, et je les suis dans leur travail d'observation de ce qui se passe avec la machine. Il est 23h. Je m'apprête à prendre le shift de nuit avec Georges Henry au centre de contrôle central. Aux 4 coins de l'immense salle, des îlots formés d'un quart de cercle par une ligne d'ordinateurs montée d'1 ou 2 écrans. Au haut de ces îlots, de grands écrans affichent des mesures. On a un îlot pour les injecteurs, un îlot SPS, un îlot qui gère l'eau, l'électricité et la cryogénie, et un dernier îlot LHC. De son poste dans l'îlot LHC, Laurette m'explique qu'un faisceau de protons compte 1380 paquets. On compte aussi en trains, me dit-elle. Il y a des trains de 144 paquets, des trains de 72 paquets. Et ils produisent des effets dynamiques différents. Ils vont avoir une granularité différente, me dit-elle. Mon objectif, dit Laurette, c'est de garder des caractéristiques stables sur l'ensemble du faisceau. Maintenant que la machine a de la maturité, on a du feedback. On travaille avec ce feedback pour essayer de garder les paramètres les plus constants possibles. Mais à chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui est un bon jour? Pas un bon jour. C'est comme tous les pilotes, on a toujours le même circuit, on a toujours les mêmes voitures, mais il y en a un qui gagne. Produire un bon faisceau et le rendre stable, c'est donc une question technique, mais qui va également dépendre de très nombreux paramètres qui ne sont pas toujours contrôlables. Il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. C'est comme si les faisceaux avaient une vie en propre et que chacune de ces vies était irréductible les unes aux autres. Tout cela, me dit Laurette, va dépendre de l'historique, de ce qui a été fait comme cycle magnétique avant, par exemple. Et puis, ce n'est pas pareil d'injecter au bout de 2 heures ou au bout de 5 heures. On regarde ce qui s'est passé dans les 24 heures. Il s'est passé ça, je peux m'attendre à avoir ça comme problème. Dans le lot de ce qui peut faire une différence entre un bon faisceau et un mauvais faisceau, les physiciens de faisceaux comptent également volontiers le fait d'avoir participé ou non à la période de démarrage de la machine. Laurette me dit, ceux qui ont vécu ça, le démarrage de la machine, la construction de la machine, ça a pris plus de 10 ans, vont avoir tendance à remplir step by step pour aller en collision. Alors que ceux qui arrivent juste, les tout jeunes, vont être moins sensibles à ça, ils n'ont pas vécu toute la période de test, les instabilités, explique Laurette. Autrement dit, la sensibilité de la machine, sa propre capacité à réagir, le feedback, etc., s'obtient à mesure que s'acquiert pour les opérateurs la sensibilité à la machine. Avoir vu venir à l'existence la machine, avoir suivi le montage de la machine, avoir assisté aux opérations nécessaires à sa complétion, avoir suivi ses instabilités, c'est dans le temps de sa constitution qu'est donnée à la fois la maturité de la machine et l'expérience des opérateurs.
Tandis encore que, comme cette nuit, où je prends le shift de nuit avec Laurette, rien ne semble vouloir bouleverser l'homogénéité et déstabiliser les stable beams, donc les faisceaux stables. Laurette me confie, mon truc à moi, ma psychose, c'est d'avoir une homogénéité dans les bunches, donc dans les paquets de particules. Ça n'est pas très scientifique, mais je préfère prendre le temps à l'injection pour avoir des paquets homogènes. C'est d'expérience. Et lorsque, comme cette nuit, il n'y a pas grand-chose à faire, Laurette aime bien observer, me dit-elle. Observer le temps d'optimisation entre deux levelings, faire des corrélations, regarder régulièrement les niveaux de perte, etc. Ça aide à comprendre s'il y a un dump après, une perte de faisceau. C'est ma façon d'apprendre, observer le faisceau. C'est comme vous, l'anthropologue. Sauf que moi, l'idée, c'est d'observer les autres pour essayer d'homogénéiser. Je veux voir comment le faisceau réagit à telle situation. Qu'est-ce qui fait qu'on a aujourd'hui un faisceau qui perd plus que l'autre? Voir quelles actions on peut faire pour améliorer le faisceau, ce qu'on peut tenter. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours le faisceau qui a le dernier mot. Le papier peut dire, donc le papier, l'article théorique, scientifique, peut dire que le faisceau doit faire ça ou ça. Si la machine ne veut pas. Donc vous voyez là, dans cet exemple-là, que par rapport à la manière dont les physiciens théoriques pouvaient me décrire le travail des opérateurs comme extrêmement trivial, en fait, il s'agissait juste d'appuyer sur un bouton, on voit que les opérateurs vont développer à l'endroit de la machine un certain type de relation et une compétence extrêmement fine, leur propre définition aussi, de ce que c'est qu'un faisceau, de comment il aime se comporter, etc. Et tout ce travail d'apprentissage va se faire par un travail d'observation, si vous voulez. Deuxième récit, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire les trois. Deuxième récit, le physicien et le trajectographe. Voici BIM 1 et BIM 2. Florian est physicien de la machine, comme on dit. Assis à son bureau, il tourne sa chaise vers le tableau blanc dans son dos et commence à dessiner quelque chose. Voici un trajectographe. Tu le mets dans le champ magnétique, la particule va faire une courbure par le champ magnétique. Si on a une grosse impulsion, la particule part droit, sinon elle va faire ça. Et Florian de figurer au tableau une boucle, comme une boucle de cheveux. Et de poursuivre, le trajectographe est composé d'un aimant et d'un détecteur. Au centre, le ID, c'est un trajectographe. Il regarde la trajectoire. Quand la particule va sortir, elle va être déviée. Plus elle a la pêche, plus elle va aller droit. Plus elle est lente, au contraire, et plus elle va dévier. Mais là, me dit Florian, il faut voir la dimension de ce truc. Il complète son premier schéma en dessinant comme des pétales de fleurs que viennent couper 3 rectangles. Ce sont des chambres à muons qui font chacune la taille de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. En partant du faisceau, la trace va faire une courbure de 0,5 mm. Et, dit Florian, comme notre objectif de départ, c'est d'avoir une résolution de 10% à 1 TeV, on se retrouve à trouver comment mesurer cette trace à 0,05 mm. C'est comme si on lançait un tout petit objet de ce bout de la pièce, mime Florian en se collant à la vitre, jusqu'à l'autre bout, et qu'on voulait obtenir une trace de 50 microns. Pour ça, il faut savoir comment sont les chambres les unes par rapport aux autres. On sait qu'on a les 3 chambres, mais est-ce que tu sais où est l'ordinateur par rapport à la table? Et puis si tu chauffes en allumant le radiateur, ta mesure va bouger. Si je fais ça avec mon crayon sur la table, dit-il en l'appuyant sur son bureau, je perds déjà 100 microns. Là, c'est pareil. Tu cales les choses et puis tu allumes. Tu allumes l'aimant et les chambres bougent joyeusement dans tous les sens de 2 mm. Quand on les a installées avec une précision de 5 mm près, c'est déjà beaucoup. C'est comme si on te demandait de garer ta voiture à 5 mm près. Et alors, on a installé des capteurs optiques sur les chambres qui suivent les mouvements des chambres. Quand on n'a pas de senseur, on fait des simulations, on bidouille, mais c'est toujours plus compliqué dans la réalité. Alors, plus tu as d'informations, mieux c'est. Il y a comme ça 10 000 lignes optiques dans tout le détecteur. Je finis vite sur le troisième récit que je ne vais pas vous lire en entier, qui s'appelle le micron et le téramètre. C'est là que j'ai été en lien, j'ai suivi le travail des gens qui sont formés, ce sont des géomètres de formation, ils font de la métrologie dimensionnelle. Ça veut dire que ce sont des géomètres qui n'interviennent pas en surface,
mais ils interviennent dans le tunnel. Donc là, vous avez une photo du tunnel pour restabiliser, comme je vous le disais, la machine monte et descend de 1 ou 2 mm par an en fonction des mouvements de la Terre, du sol lui-même, de la formation géologique. Et donc, régulièrement, cette machine, l'ensemble de la machine, sur les 27 km, doit être réalignée. Elle doit être réalignée, évidemment, au millimètre près, comme l'a dit Florian, puisque tout bouge, etc. Donc là, je ne vous lis pas le récit. Simplement, je vous fais part du travail des métrologues dimensionnels qui, à ma très grande surprise, ont mis en place un dispositif technique qui peut paraître extrêmement simple pour effectuer des mesures d'une extrême précision sur des surfaces importantes et qui sont courbes. Voilà. Donc la solution simple consiste à tendre un filet de pêche tout sur une distance de 100 mètres avec un moulinet de pêche. Donc c'est du bon fil quand même, me dit-on. Hein, c'est quand même, c'est pas du petit poisson. On est allé chercher du bon fil de pêche bien solide. Et c'est par ce système technique-là qu'on va bouger. On bouge le fil tous les 100 mètres, qu'on va pouvoir recaler et recalibrer la machine à 1 ou 2 mm près. Alors, en guise de conclusion, très rapidement, ce que j'ai voulu faire là, c'est vous faire sentir un petit peu le type, la texture narrative que j'ai voulu préserver parce qu'elle me semblait offrir des prises très différentes de ce qu'offre la littérature, si vous voulez, et elle me semblait complexifier considérablement le chemin qui mène des particules au cosmos. Pour aller des particules au cosmos, il faut quand même se soucier de la formation géologique, des mouvements de la Terre. J'apprends que le dispositif expérimental est tellement grand, son empreinte territoriale est tellement grande que dans les calculs, on doit prendre en compte également la courbure de la Terre, que se lie à l'échelle dans le LHC, dans le tunnel, les marées par exemple, l'influence de la Lune, etc. Donc la dimension du dispositif technique compte ici. Au contraire de ce que m'ont dit certains physiciens théoriques, qui me disaient pour moi la machine elle peut bien tenir sur un coin de table, ça n'a aucune importance. Au contraire de ces physiciens théoriques, là il y a des centaines de personnes qui vont prendre en compte toutes les entités vivantes et non vivantes du territoire et leur manière d'interagir avec ce dispositif technique, qui parce qu'il est très précis est aussi très sensible. Et donc, il peut arriver aussi que la machine bug, c'est-à-dire on perd les faisceaux, par exemple, un jour de tempête, un jour de grand froid, un jour où une porte s'ouvre, il faut aller la fermer physiquement, etc. Il y a des travaux, des chantiers publics, un type donne un coup de pioche et il met à l'arrêt la machine pendant 3 jours parce qu'il a tapé à un endroit où il y avait des fibres optiques et des câbles électriques qui passaient. Tout le territoire est un gruyère et donc la vie même des habitants de ce territoire-là est liée à l'existence de cette machine que pourtant ils ne voient pas et que dont pourtant certains ne connaissent même pas l'existence. Donc le LHC, pour conclure, est un super organisme, mais qui n'a rien d'une évidence, et dont l'existence doit être continuellement stabilisée, si vous voulez. On pourrait considérer que le LHC est un artefact, c'est un super artefact, qui pèse de ses contraintes sur des humains chargés de le stabiliser pour s'assurer qu'il continue à fonctionner, s'assurer qu'il continue à remplir la fonction pour laquelle il a été conçu, qui, je vous le rappelle, est de découvrir les mystères du cosmos. Mais la fonction pour laquelle le LHC a été conçu est telle qu'elle ne peut être remplie impunément. Donc on ne peut pas griller trop vite les étapes, si vous voulez, passer trop vite les étapes. Au regard de ce qu'il meut, de ce qu'il met en marche, de ce qu'il connecte, il faut considérer plutôt que, bel et bien, ce ne serait pas du tout la même histoire si effectivement le LHC tenait sur un coin de table. Cela ne connecterait pas pareil, pas de la même façon, les particules au cosmos. Et c'est parce qu'il est là où il est, dans son environnement et en interaction avec lui, qu'il produit les données qu'il produit.
Si vous enlevez la molasse, le type de terre de formation géologique sur ce territoire, si vous enlevez les vaches, si vous enlevez la Suisse et sa neutralité, je vous passe des détails de l'histoire du CERN, etc. Si vous enlevez le fil de pêche, les systèmes de coordonnées hybrides, parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes de coordonnées entre la France et la Suisse, etc. Les montagnes, le peuple du CERN, etc. Vous n'avez pas la même connectique entre les particules et le cosmos, et vous n'obtenez probablement pas la même image du cosmos. Donc par sa taille, le LHC nécessite de prendre en compte dans les calculs, je vous l'ai dit, la courbure de la Terre par exemple. Donc son empreinte est non seulement territoriale, mais terrestre, et cette empreinte conduit le CERN à prendre 1000 précautions qui sont effacées ensuite dans les grands récits sur le LHC. Alors, il n'existe pas beaucoup d'endroits peut-être où il m'est donné de prendre conscience que effectivement la Terre est courbe, que effectivement cet endroit-là, ce territoire-là, est bien la porte d'entrée sur le cosmos, mais pour ma compréhension personnelle, et je veux croire qu'elle peut valoir pour d'autres, c'est le suivi de toutes ces opérations de calibrage et d'homogénéisation et de prise en compte de toutes ces entités sur le territoire qui m'ont permis de gravir les échelons de proche en proche des particules au cosmos. Donc on n'arrive pas à me vendre une ligne droite entre les particules et le cosmos, quand bien même cette machine est belle, grande, etc. Mais par contre, le travail quotidien effectué par les gens pour maintenir cette machine, etc., ça me bouge, ça me déplace, ça me fait changer d'échelle, mais très progressivement, pas à pas, entre l'échelle des particules et l'échelle du cosmos. Peut-être finir par un point de méthode, je vais vraiment m'arrêter là. D'une certaine façon, c'est cette enquête au LHC qui, comme je vous l'ai dit, était un peu en dehors de mon parcours de recherche sur le Japon, qui m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'intérêt à fixer des descripteurs génériques qui vaudraient pour l'appréhension de tous les systèmes techniques. Autrement, ce que je vous ai décrit là, et la structure narrative que j'ai mise en place pour appréhender le LHC, ce qui se passait au LHC, c'est une invitation qui vient de la nature du dispositif, de ce dispositif technique lui-même. Et d'une certaine façon, je suis assez persuadée que chaque dispositif technique va inviter sa propre forme de description. La forme du récit, donc, qui est fondée sur une densité ethnographique, je n'ai pas voulu faire de théorie, je reste volontairement sur le plancher des vaches, d'une certaine façon. Pour moi, était la forme qui était propre à déployer, plutôt qu'à réduire le nombre et la diversité des entités qui sont mues par la machine, en même temps que nécessaires à son fonctionnement. Voilà, je vais m'arrêter là. Conformément à la coutume, nous t'invitons D'accord, j'enlève ça. à